Bonjour. 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 On se revoit. Oui, on se revoit tout à fait. Après 6 mois. On s'est vu à Genève. Oui. On s'est vu à Genève. Et dans le temps, c'était la 508. Nouvelle génération. Oui. Nouvelle ère. Le renouveau. Vous voyez un peu parce que là, on a derrière nous le véritable renouveau là, au niveau berline, coupé. Oui, alors, le renouveau de la production, c'est la 508, c'est la 508 Sportswagen aussi qu'on présente en avant-première à Paris aujourd'hui. Et là, il s'agit de berline et de break, de Sportswagen qui se radicalisent, qui se dynamisent, parce que le segment de la berline du D est très challengé, est en perte de vitesse, et donc il faut trouver une alternative qui intéresse le client de nouveau. Donc quand on décide de la faire plus basse, plus courte, mais plus large, très forte en termes d'impact visuel, d'attractivité instantanée, je dirais même, c'est vraiment la voie qu'il faut prendre pour intéresser le public encore ou réintéresser à la berline du segment D. Donc notre actualité ou notre stratégie, notre philosophie vis-à-vis de ça, qui est donc notre futur, court et moyen terme, finalement, c'est vraiment ça. Là, il s'agit d'explorer, ou plutôt de montrer notre vision de ce que serait la conduite autonome de niveau 4. Donc la voiture se débrouille toute seule en cas de danger, on peut dormir, c'est ça l'autonomie niveau 4 en 2025, en disant, on ne veut pas faire du néo-rétro, c'est pas le sujet, mais en disant, quand on regarde la science-fiction ou même les prototypes qu'on voit un peu partout, on voit des petits pods automatiques, très robotisés, qui peuvent manquer un peu d'âme, qui peuvent manquer un petit peu d'émotion. Et nous on dit, non, soyons enthousiastes. Beaucoup de gens craignent la conduite autonome comme quelque chose de très désincarné, manquant d'expérience et de peps. Et nous on dit, non, c'est quelque chose d'enthousiasmant, c'est quelque chose qui peut être très émotionnel, très intéressant à vivre. Et donc, vu que c'est le 50e anniversaire de la 504, on s'est dit, faisons une 504 coupée, on va donner la forme d'un hommage de 504 coupée à la voiture autonome du futur. La technologie du futur va prendre une forme éminemment émotionnelle qui vient de la mémoire des gens et ça va forcément toucher. Et je pense qu'en tant que designer, en tant que créatif, on doit créer un futur enthousiasmant, intéressant. À la fin, un humain reste un animal émotionnel. Oui. À la fin, un humain voudra... Pour réveiller un peu Exactement. la petite flamme. Là, Exactement, un humain voudra toujours de l'excitation dans sa vie, de l'intérêt aux choses qui le font vibrer. Et il y aura toujours de l'irrationnel. Le futur n'a pas vocation à devenir ultra rationnel, maîtrisé, robotisé. Oui, un peu comme les films de science-fiction. Oui. Voilà. Qui n'ont pas d'âme. C'est intéressant. Un film de science-fiction enthousiaste et positif, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. C'est très rare. C'est toujours un futur dark, sombre, inquiétant. Mad Max. Oui, tout le temps inquiétant. Et il faut que l'humanité survive dans un futur inquiétant. Non, le futur, nous devons en tant que créatifs, et je mets là-dedans les ingénieurs, tous les gens qui font le futur. Mais bon, ça c'est beaucoup plus de la dématérialisation de la chose. C'est ça en fait qui donne un peu l'esprit qui est sans âme. Parce que là, pour revenir justement à ce que vous êtes en train de faire actuellement, vous avez intégré une quantité énorme d'écrans à l'intérieur. Est-ce que vous ne sentez pas qu'on est en train d'isoler l'humain de l'extérieur à travers ces écrans, ou votre objectif il est inverse? Alors l'objectif il est inverse. On veut se servir des écrans, mais il n'y a pas que des écrans d'ailleurs, mais c'est une très bonne remarque. On veut se servir des écrans pour créer de l'hypercommunication, parce que quand on est en voiture, de toute façon on est isolé du monde extérieur, physiquement. Mais par rapport à un petit écran en voiture dans lequel on ne fait pas grand chose en termes de communication, si demain, parce qu'on est en conduite autonome, on peut faire du coup plein de choses, un grand écran permet de faire des visioconférences où l'interlocuteur est à la taille réelle, on aura une relation humaine, même si c'est assez vivante, une vraie interaction avec une vraie connexion émotionnelle. C'est un peu regarder le match de foot avec les joueurs qui sont plus grands que nous. Exactement. Et donc, ce qu'on veut, ce n'est pas que des écrans partout et donc un intérieur qui serait trop digitalisé. Et c'est la raison pour laquelle on est allé chercher des matériaux vintage comme le velours bleu comme dans les années 60. Vous exploitez un peu le patrimoine aussi. Oui, bien sûr. Sans état d'âme d'ailleurs, ça a de la valeur. Et des bois très naturels. Il n'y a pas de chrome dans cette voiture, il y a du laiton à la place, donc des choses très chaleureuses. Et donc, d'ailleurs, on a un terme pour ça, c'est le figital. C'est le physique mélangé au digital. Le figital. Oui. Donc, on ramène beaucoup de matériaux très chaleureux, très naturels, très intemporels. Et on les juxtapose à des très grands écrans et on crée quelque part un équilibre
D'ailleurs, le monde va chercher cet équilibre de plus en plus dans nos habitats, alors qu'on a des écrans partout, des objets connectés. De plus en plus, on ramène des matériaux très naturels, très bruts, un peu comme si on voulait trouver un contrepoint et de donner un sens à nos intérieurs et donc à nos vies et les rematérialiser. Oui, les rematérialiser, revenir aux sources. Exactement. Réellement, juste pour le patrimoine Peugeot, on a assisté pendant plus de 50-60 ans à des coupés et des cabriolets dans la 504 et la 403 et la 404 et à la fin on est arrivé à l'ère de la 406. Après il y a eu une rupture dans le style sensuel des coupés et cabriolets Peugeot et on s'est retrouvé avec 407 et là on retrouve réellement le sens et les sensations d'antan dans cette période. Comment je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de manières de retrouver de l'émotion, de la sensation, de l'engouement instantané par le look, par le design, avant même de savoir si la voiture est bonne techniquement, même si pour certaines personnes c'est la priorité. Il y a plein de manières de le faire. Soit on peut faire des choses comme ça, qui est un exercice facile en termes d'émotion, mais difficile en termes d'exécution pour le faire bien. Justement, on va en venir à la Parce que là, voilà, à l'époque, Pininfarina, un des plus grands maîtres du design automobile, a designé cette voiture. Comment vous avez vécu? J'imagine que vous avez été comparé à Sergio Pininfarina par rapport à la réalisation elle-même, pas la personne. On n'est pas en train de parler de bien sûr, bien sûr. Mais la réalisation. C'est-à-dire, on revenait aux réalisations antérieures de Peugeot. Oui, justement, parce que là, vous allez être confronté à une comparaison directe des produits. Chacun dans son temps, on s'entend. Mais c'est pas un peu pénalisant, on va dire, la 406 coupé, c'est pas une pénalité, quelque chose de pénalisant par rapport à ce produit-là? Non, je pense pas. La 406 coupé, elle est très unique dans son temps également. Oui. Pour moi, ça a été une superbe voiture, très bien dessinée, qui était à la fois simple mais pleine de caractère, compacte suffisamment mais élégante suffisamment. Enfin, c'était très bien équilibré, une très belle voiture. Et c'est un moment de l'histoire. C'est un moment de l'histoire intéressant. Ici, on rend hommage à la 504 coupé et le challenge pour nous, ça a été de réussir à respecter la voiture de l'époque, à ne pas trahir son esprit. Une voiture très svelte, très cintrée, qui est équilibrée, qui est bien posée sur la route, pourtant elle est un peu loin du sol, comme à l'époque. Enfin, les voitures étaient comme ça à l'époque. Et donc on aurait demandé à M. Pininfarina et ses équipes ce qu'ils en pensent. Non, mais c'est très réussi. C'est très réussi. Sincèrement, on retrouve réellement l'âme des réalisations. Là, on a le compromis entre la technologie et l'ancestralité des réalisations Peugeot. C'est ça. Vous avez un peu essayé de dénigrer un peu le terme néo-rétro par rapport à ce concept, mais c'est du néo-rétro. Mais c'est pas mal, hein, parce que là on a vu la Jaguar Type 2 par exemple électrique, les gens ont aimé cette. Oui, c'est vrai, bien sûr. On a aussi vu, je crois qu'il y a un autre modèle qui vient d'être conçu en électrique. C'est pas mal. Il y a plein de gens qui veulent vraiment revivre des sensations pures d'antan, mais dans une ère totalement nouvelle. Il y a aussi le capital sympathie qui s'installe. Oui, bien sûr, avec des objets comme ça. Ouais. Parce que les gens, ils ont gardé de très bons souvenirs avec la 504. D'ailleurs, j'imagine que c'est des feedbacks que vous avez eus. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les générations qui ont connu la 504, enfants, parce que leur père en avait une, et ils ont vécu dedans, ils ont des super souvenirs de cette voiture. Bien sûr, ça les touche beaucoup de voir cette voiture, de voir ce concept car. Mais les plus jeunes générations qui ne connaissent pas toute cette histoire, qui n'ont pas vécu ça en tout cas, eux, l'objet tel qu'ils le perçoivent aujourd'hui, tel qu'ils le reçoivent aujourd'hui, les touche aussi pour des raisons différentes en fait. Parce que la voiture est quand même très expressive, parce qu'elle a un langage de forme qui est moderne. C'est pour ça que pour moi, c'est pas du néo-rétro. On pourrait dire que c'est du rétro-futurisme ou quelque chose comme ça, mais du néo-rétro, pour moi, c'est vraiment tenter une interprétation de l'ancienne complètement. Alors qu'ici, voilà, la silhouette, bien sûr, est ancienne, enfin la structure de la voiture est ancienne. Oui. Quelques détails comme ce qui se passe ici, maintenant c'est un écran de communication, mais c'est des petits rappels, mais le langage de forme de la voiture n'a rien à voir avec l'ancienne en fait. Ouais. Et pour moi, c'est pas directement du néo-rétro, il faudrait trouver un nouveau terme en fait pour qualifier cette démarche, je pense.
C'est un peu... On est en train d'utiliser une âme existante, on va dire. Genre, c'est-à-dire, c'est spirituel, limite, voilà. Limite, c'est un peu ça, voilà. Vrai, maintenant, passons aux choses sérieuses. Est-ce que ça va être juste un concept ou bien ça va donner un résultat réel dans cette âme? En exclusivité. On n'a pas de plan pour fabriquer ou produire cette voiture telle qu'on la voit aujourd'hui. Même il n'y a pas de plan ni en petite série ni en grande série. C'est possible, c'est techniquement possible. On peut trouver une viabilité industrielle et économique à des projets comme cela, mais ce n'est pas prévu. Parce que ça, c'est un terrain d'expérimentation sur la conduite autonome en 2025. Donc elle serait, de ce point de vue-là, pas autorisée à rouler avant 2025, enfin, en théorie 2025 pour l'instant. Et donc pour nous, c'est un outil de recherche sur la conduite autonome et l'esprit qu'on pourrait lui donner. Et puis c'est un terrain d'expérimentation en termes juste de design, d'esthétique, extérieur et intérieur, sur les matériaux. On a aussi un volant by-wire, c'est ce qui permet au volant de s'escamoter complètement et de disparaître d'ailleurs. Ça permet aussi de tester, ça permet aussi de tester ces choses-là. C'est pas autorisé. By-wire, alors ça existe sur certains véhicules. C'est partiel. Je crois que la première voiture à avoir fait ça en histoire, c'est en fait un camion, c'est le Mercedes Unimog. Ah oui. Le volant peut aller de l'autre côté. Sur les engins, oui. Mais il y a des redondances, je suppose, qui rendent, comme dans les avions, la chose très fiable. Il y a aussi sur l'Audi, parce qu'au niveau BB18. norme, Oui, pour ceux qui nous regardent un peu, parce qu'au niveau norme, c'est normalement là, il y a une liaison mécanique qui est obligatoire par rapport au volant et roue. Mais ça viendra, mais ce qu'il faut pour faire marcher du by-wire, c'est avoir un retour d'effort qui donne la consistance, qui donne une certaine consistance. Ça, on sait faire. L'assistance variable. La détection de vigilance, déjà, contrôler le volant. Oui, tout à fait. C'est une partie de la chose. Alors il faut aussi remonter les aspérités de la route dans le volant. Oui. Quand on a une prise directe, on les sent. Sinon, il faut les remonter, sinon on dénature ce que l'on sent avec son corps, ce que l'on sent avec ses mains, ça peut perturber la conduite. Donc, mais techniquement, c'est tout à fait faisable, bien sûr. Donc ici, c'est un labo, c'est votre laboratoire, mais c'est aussi c'est un peu la vitrine technologique aussi. Oui, tout à fait. Alors, on a eu énormément la question, est-ce que vous allez la fabriquer? Je pense pour une raison, c'est qu'elle est assez réaliste. Oui. Elle a des roues. On est tout content, hein. Vous voyez, on sourit là. Justement, d'habitude, les marques françaises en général, quand elles présentent des concepts, ils ne sont pas au stade assez abouti pour voir quelque chose qui est industrialisable dans même 2-3 ans. Et c'est ça ce qui nous a plu ici. Parce que là, il faudra faire quelques, on va dire, pas petites, mais des adaptations faisables, entre guillemets, au niveau technologique, parce que là, on sait très bien qu'on est assez évolué au niveau technologique automobile actuel dans le monde. Donc là, mais c'est très proche de la réalité. C'est très proche de la réalité. On sent que il n'y a pas de c'est pas trop futuriste. Voilà, c'est pas trop futuriste. C'est-à-dire, elle est très proche. Disons, elle est crédible dans ses dimensions. Voilà. La taille de roue, ce sont les mêmes roues que sur la 508. Oui. Donc elle est réaliste, elle n'est pas irréaliste. C'est des pneumatiques réelles, c'est des choses qui sont réelles, c'est des jantes réelles, c'est une poignée pour escamoter le siège, c'est un repose-tête. Il y a tout pour qu'elle soit roulante. Presque tout. Voilà. Non mais utiliser aussi, bon on vous donne des idées mais c'est aussi une façon d'avancer d'un autre sujet. Utiliser un carrossier comme Pininfarina avant pour construire un modèle à petite série, c'est pourquoi pas. Parce que là au niveau cadence, j'imagine qu'un coupé dans le temps, dans l'ère de l'SUV, parce qu'on l'a vu ça avec le 3008, c'est 5 Aircross et 7 Crossback, on sait très bien que le groupe il est orienté SUV, c'est 3 Aircross, nouvelle 2008 forcément et tout. Donc là, l'ère du coupé, à mon avis, ça ne sera pas des tonnes, des centaines de milliers d'exemplaires. Mais il faut croire. Mais il faut croire dans ces projets justement, parce que là, c'est ça ce qui a fait la force de Peugeot avant, c'est par rapport au coupé. Ils ont cru en la 406 coupé, alors que c'était pas. Il y avait longtemps qu'ils n'avaient rien fait. 504, c'était la 504 avant. Donc là, ils ont quand même osé faire. C'est de l'image aussi. C'est une icône maintenant. C'est de l'image. C'est vrai que on n'est pas en train de parler d'une Bentley coupée, mais la 406 coupée, c'est une valeur sûre, c'est quelque chose qui a une âme. Collector, c'est des trucs collector qui est. Ça, à notre avis, 504 de Nestor Burma. Non, ça peut marcher bien sûr, c'est des projets qui peuvent marcher.
encore une fois, économiquement, industriellement, même avec des partenaires extérieurs. On a su le faire sur le groupe RCZ avec Magna Steyr par exemple. Par exemple. Donc on sait viabiliser des projets comme cela. Simplement, aujourd'hui, on n'a pas de plan pour faire cette voiture, ça n'est pas prévu. Bon, la dernière fois, vous nous avez dit que vous n'avez pas de coupé dans la boîte. 6 mois plus tard, on voit votre coupé qui est là. Donc on imagine qu'il y aura une production. Surprise, bonne surprise. Mais par exemple, une collaboration avec Opel maintenant pour faire un coupé comme maintenant vous êtes dans le même groupe. C'est Oui, bien, tout à fait, Opel oui. elle a toujours des... Oui, c'est envisageable de faire des programmes à plusieurs marques, bien sûr. Oui, Et surtout que maintenant, même Toyota et BMW ont fait le duo Z4 Supra. Maintenant, ça peut se faire. Et là, on va partager les tout à fait frais. possible. C'est tout à fait Donc raisonnable. là, ça peut Bien être entendu. Un partenaire, oui, qui pourrait être intéressé, parce que déjà le marché US, il est preneur de petits bijoux aussi. Hein. Les Japonais aussi, ils adorent. comme le marché cas de la chinois, je Mix sais pas, 5 quel est votre feedback qui est par partagé avec 124. Dans le marché chinois, comment ça se passe? Le marché chinois, on voit un peu moins de coupés. Alors on voit des supercars très chers parce que voilà. Et des Chinois, Bling ils aiment bling, bien. c'est du bling bling ça. C'est de l'apparence, c'est de l'image, c'est du statut, etc. Les coupés plus humbles en termes de prix de vente, on en voit quand même beaucoup moins en Chine. C'est plus extrême comme posture en Chine, je pense, de ce point de vue-là. Mais ça viendra parce qu'en Chine, on voit quand même arriver à peu près tous les concepts du monde. Il y a quelques années, tout le monde pensait qu'il n'y aurait jamais de break, de Sportswagen en Chine, et il y en a partout. Pas de monospace, et il y en a maintenant. Donc tout est possible en Chine. Et très très vite. C'est un marché qui est en effervescence. C'est très dynamique, Oui, très rebondissant. Oui. Où les gens peuvent trouver intéressant tel concept et tout d'un coup ça démarre très fort parce que tout d'un coup il y a des bonnes raisons d'acheter ça. Donc c'est très très dynamique. Bon, maintenant pour Peugeot, ça devient très dynamique aussi. On réagit au marché, c'est bien. On trouve que sur le marché chinois, ça s'accélère, les choses prennent forme. Avant, c'était un peu délaissé. Et pour l'avenir, oui. Ah oui, on va que... Le mot de la fin, donc merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. C'est notre deuxième interview ensemble. Ça fait toujours plaisir en tout cas. Ça fait toujours plaisir de vous parler. C'est un plaisir parce que c'est une discussion très enrichissante. Merci. Allez, Merci à vous. au revoir. Merci, Allez, au revoir. Au revoir. Merci Merci beaucoup. à vous. Au revoir.